the United States military began major combat operations in Iran. What? Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. C'est une guerre qui est illégale selon le droit international et d'un autre côté, c'est illégitime. Pourquoi ? Parce qu'ils ont ce discours de soi-disant libérer les peuples iraniens, mais Trump a dit à maintes reprises déjà que son but n'était pas la démocratie, il n'a rien à faire. Trump n'a aucune stratégie par rapport à l'Iran. On ne sait même pas pourquoi il s'est engagé dans cette guerre. L'armée américaine et cette combinaison de forces, c'est ce qui nous permet de faire ce que je voulais faire depuis 40 ans déjà, de battre ce régime terroriste. C'est ce que j'ai promis et c'est ce que nous allons faire. On sait que la stratégie de Netanyahou, c'est déjà fragmenter l'Iran et l'ensemble des sociétés du Moyen-Orient. Le gouvernement israélien, je n'oublierai jamais, est en train de refaire ce qu'ils ont fait à Gaza aujourd'hui en Iran. Ils n'ont absolument rien à faire avec ni la liberté, ni la démocratie, ni la vie humaine des Gazaouis, des Palestiniens, des Iraniens, etc. C'est ça qu'il faut, à mon sens, comprendre et retenir. La République islamique d'Iran porte la responsabilité première de cette situation. Le président Macron doit savoir qu'aucune démocratie n'a jamais émergé des bombes. C'est des tapis de bombes qui tombent sur les mêmes Iraniens qu'on prétend soutenir. Certes, le régime a beaucoup réprimé sa propre population, a massacré sa propre population, mais est-ce que cette guerre déclenchée par Trump et Netanyahou est en mesure de libérer la population ? Bien sûr que non. Souvent, j'entends ça. Le régime lui-même a tué 30 000 manifestants, donc maintenant, vous nous parlez de 1100 civils tués, c'est rien. Et donc, ça veut dire légitimer cette guerre absolument illégitime. Donc, il faut savoir ce que les Occidentaux cherchent à obtenir dans ce pays. Bonjour Azadekian. Bonjour. Vous êtes sociologue, spécialiste de l'Iran. Vous êtes notamment l'auteur de Repenser le genre, l'ethnicité et la religion en Iran. Alors tout de suite, là, ce que j'ai envie de vous demander, c'est, on est au 5e jour de guerre. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation sur place en Iran ? Écoutez, la situation, c'est que les Iraniens sont en train d'être bombardés à la fois par les Israéliens et par les Américains. Depuis hier, les États-Unis ont emmené aussi leur B-52 avec des bombes très lourdes, très importantes, et des tapis de bombes sont largués sur l'ensemble du pays, à commencer par Téhéran, mais également énormément de villes du pays. Ils sont en train de détruire les infrastructures, mais également énormément de civils ont été tués, les immeubles résidentiels ont été touchés. Donc, c'est une situation vraiment très catastrophique, tant sur le plan humanitaire que sur le plan des conséquences pour l'avenir de l'Iran. Est-ce que vous arrivez à avoir des contacts sur place avec la population ? Malheureusement, c'est très, très difficile, contact direct. Vous savez que Internet est coupé, donc on arrive très difficilement à avoir des renseignements, des informations directes, mais néanmoins, des informations nous parviennent à travers des images et grâce à ceux qui ont des VPN très forts, très efficaces, qui effectivement envoient des messages ou qui racontent leur vécu au quotidien en Iran. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'implique la mort du guide suprême Khamenei, donc qui a été tué par les Israéliens ? Est-ce que ça affaiblit vraiment le pouvoir iranien ? Et est-ce que ça redistribue l'équilibre du pouvoir en Iran ? Écoutez, je dirais que ça affaiblit le pouvoir parce que Khamenei était au pouvoir et avait un pouvoir absolu depuis 1989, depuis la mort de Khomeini qui était le leader de la révolution. Mais en même temps, tout était déjà en place pour penser à sa succession. Lui-même, il avait dit, si jamais je suis tué, bien avant le début de la guerre, il a donc délégué ses pouvoirs à monsieur Ali Larijani, qui préside le Conseil de la Sûreté nationale, en ce qui concerne les orientations politiques et économiques du pays. Et d'un autre côté, il y a un conseil constitué du président du régime, du chef du judiciaire et un haut
dignitaires religieux qui gèrent les affaires et en fait, pour l'instant, tentent de remplacer le pouvoir religieux, en particulier de Khamenei. Ils sont en train d'organiser l'élection de l'Assemblée des experts pour élire le futur guide. Donc, disons que le régime islamique est un régime institutionnalisé, même si le guide avait son importance. On ne peut pas dire que parce qu'il n'est plus là, le régime va s'effondrer. Mais le régime a été fragilisé. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui, en fait, tissait le lien aussi entre différents dirigeants et distribuait le pouvoir aux personnes. Il n'est plus là. Donc, ce qui fait qu'il faut s'attendre, à mon sens, à des dissensions au sein du pouvoir. Et d'ailleurs, c'est le cas. Je vais vous expliquer rapidement. Pour la succession du guide, l'Assemblée des experts veut se réunir rapidement. Il y en a qui disent qu'il n'y a absolument pas une urgence pour effectivement nommer ou élire le nouveau guide. Ça, ce sont des modérés du régime qui le disent, des anti-urbanais modérés. Et ils ne veulent pas non plus élire n'importe qui comme guide. Et alors que les plus durs du régime veulent absolument élire quelqu'un, quitte à ce que cette personne ne soit pas respectée par l'institution cléricale. Donc, effectivement, le moment est un moment important pour le régime et pour la direction religieuse du pouvoir. Et est-ce que la mort de Khamenei n'a pas eu aussi l'effet inverse, c'est-à-dire de créer une espèce d'unité nationale en Iran ? Non, je ne le pense pas, parce que n'oublions pas que Khamenei était détesté par des pans entiers de la population. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui ordonnait, et a toujours ordonné, le massacre des manifestants iraniens, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, et en particulier en janvier 2026, effectivement, il y a eu plusieurs milliers de tués et 50 000 personnes arrêtées qui sont emprisonnées actuellement et qui sont aussi sous les bombes. Et donc, le seul, je dirais, slogan fédérateur pendant ces manifestations, c'était « mort à Khamenei ». Donc, une fois qu'il est mort, beaucoup ont été soulagés en réalité. Non, je ne le pense pas, mais effectivement, Khamenei a aussi ses propres soutiens et avait ses propres soutiens au sein de la population, et on voit qu'ils sont en train de pleurer aussi le guide. Donc, la société iranienne, vous savez, 90 millions d'habitants, tout le monde n'a pas du tout le même avis, et la société est très polarisée pour l'instant entre les pro-régimes, les anti-régimes. Mais parmi les anti-régimes, il y a aussi un éventail d'orientations politiques, et de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble de ces personnes, indépendamment de leur orientation idéologique, politique, religieuse ou non, laïque ou athée, sont sous les bombes. Oui, et du coup, est-ce que vous êtes d'accord avec le discours qui est un peu énoncé partout, qui est de dire que Trump et Netanyahou ont libéré les Iraniens ? Absolument pas. C'est une guerre qui est illégale selon le droit international, et d'un autre côté, c'est illégitime. Pourquoi ? Parce qu'ils ont ce discours de soi-disant libérer les peuples iraniens, mais Trump a dit à maintes reprises déjà que son but n'était pas la démocratie, il n'a rien à faire. Il a dit d'abord le nucléaire iranien, il a menti sur la capacité du régime islamique de fabriquer une bombe. Maintenant même, grossi le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique le dit, l'Iran est très très loin de pouvoir fabriquer une bombe. Après, il a dit non, des missiles balistiques d'une portée de 10 000 km qui peuvent atteindre les États-Unis. C'est un mensonge également. Donc, en fait, Trump n'a aucune stratégie par rapport à l'Iran. On ne sait même pas pourquoi il s'est engagé dans cette guerre. Il aurait été convaincu par Israël. Absolument. Pourquoi ? Parce que on sait que la stratégie de Netanyahou, c'est déjà fragmenter l'Iran et l'ensemble des sociétés du Moyen-Orient. Et donc, pour ce faire, il est en faveur de la chute du régime, et il fait tout pour précipiter, si vous voulez, la chute du régime, quitte à créer une situation de chaos, voire la guerre civile, voire la fragmentation du pays. Ça, il n'a rien à faire, et d'ailleurs, c'est son but. Et là-dessus, on constate qu'entre Trump
et Netanyahou, il y a deux stratégies différentes et les deux ne pensaient pas, je pense, que le régime islamique était capable de tenir quelques jours. Ils pensaient qu'il suffisait de tuer Khamenei le guide et quelques commandants en chef des gardiens de la révolution afin de précipiter la chute du régime. Ils voient bien que ça n'est pas le cas et en même temps, comme c'était prévu, pour chaque commandant en chef, vous savez, il y a eu des substituts et donc ils continuent à mener quand même la guerre et à répondre aux frappes et en même temps à continuer, j'insiste là-dessus, aussi à réprimer la population puisque le pouvoir judiciaire, tous les jours, menace les Iraniens qui oseraient, au moment de la guerre, d'aller dans le camp de l'ennemi. Enfin, je le répète ça, voilà. Et donc, non, ça n'aide absolument pas la population. Pour vous dire, c'est une instrumentalisation des mouvements sociaux en Iran et toujours à leur propre fin expansionniste, hégémoniste. Alors on a aussi le président de la France, Emmanuel Macron, qui a dit que le premier responsable de cette guerre, c'est le régime iranien. La République islamique d'Iran porte la responsabilité première de cette situation. C'est elle qui a développé un programme nucléaire dangereux et des capacités balistiques inédites, qui a armé et financé des groupes terroristes dans les pays voisins et qui a soutenu le Hamas et a toujours affirmé son objectif de détruire l'État d'Israël. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Écoutez, c'est-à-dire il est en train de dire que c'est une guerre illégale mais légitime. Donc, du coup, il va dans le même sens que les autres. Pourquoi ? Parce qu'il prétend que ceux qui ont déclenché cette guerre, c'était pour libérer les peuples iraniens ou aider les peuples iraniens. Soit notre président est naïf, soit il ne sait pas ce qui se passe sur le terrain. En tout cas, les résultats, déjà, on est au 5e jour de la guerre. Le résultat est que la population iranienne est non seulement réprimée férocement par le régime, mais également en train de se faire tuer sous les bombes et sur les tapis de bombes. J'insiste là-dessus. Et, je ne vois pas en quoi est-ce qu'on peut appeler ça une guerre légitime où certes le régime a beaucoup réprimé sa propre population, a massacré sa propre population, mais est-ce que cette guerre déclenchée par Trump et Netanyahou est en mesure de libérer la population ? Bien sûr que non. Le président Macron doit savoir qu'aucune démocratie n'a jamais émergé des bombes et de toute façon, les frappes aériennes à elles seules n'ont jamais réussi non plus à changer un régime. Donc il faut savoir ce que les Occidentaux cherchent à obtenir dans ce pays. Oui, parce qu'on a Netanyahou et Trump qui disent « Nous, bon, on a tué Khamenei, maintenant c'est au peuple iranien de se libérer », alors qu'ils continuent de bombarder. Donc c'est très difficile aussi pour le peuple iranien de sortir dans la rue. Il y a toute cette construction. Absolument. Comment s'attendre à un peuple qui est déjà exténué ? Vous voyez, il ne faut pas oublier, il y a des décennies de crise économique profonde. Inflation avant la guerre était de 80%. Le taux de chômage très élevé. Le taux de pauvreté, plus de maintenant 70% de la population sous le seuil de pauvreté. C'est ce qui a poussé les gens à sortir. À sortir en janvier, n'oublions pas. C'était une manifestation pacifique, mais pour dire on n'a plus de pouvoir d'achat, on a faim, etc. Et donc, ils se sont fait massacrer par le régime. Mais aujourd'hui, la situation est pire, puisque maintenant, avec la guerre, bien sûr que l'ensemble des revenus pétroliers ou ce qu'il en reste sont consommés pour des efforts de guerre de la part du régime. La population est sous les bombes. Et effectivement, la situation est encore plus difficile, je dirais, et catastrophique, il faut le dire, qu'avant. Et heureusement que la famille existe en Iran encore. Là, et de ce que je vois, il y a une solidarité importante aussi parmi les Iraniens. Quand un quartier est bombardé, par exemple, les autres arrivent, ils distribuent des vivres, etc. Donc, heureusement que la solidarité entre Iraniens est là, parce qu'on ne peut pas dire la même chose non plus de la part du régime qui est occupé à faire autre chose. Et puis les familles, il y a quand même une entraide familiale également qui continue, mais jusqu'où est-ce que cette société peut tenir ? Et donc c'est une société exsangue et il faut absolument pas s'attendre à ce que les gens sortent dans la rue, les mains vides en plus de ça, pour renverser le régime. Je veux dire, c'est même pas viable dans les films, en fait, je pense.
Sur la question iranienne, on a le sentiment aussi qu'il existe aujourd'hui un accaparement politique, notamment de la question iranienne, de la question des manifestations, du peuple qui lutte contre son régime. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça et quelle est votre analyse ? Ce n'est pas la première fois que les luttes des Iraniens et Iraniennes sont instrumentalisées à des fins politiques dans de nombreux pays. Je vous rappelle qu'au moment du mouvement Femmes, Vie, Liberté de 2022, les Iraniennes n'étaient pas contre le voile, mais contre le voile obligatoire. Et ce qu'elle disait, c'était elle voulait la liberté, y compris la liberté de choisir leurs vêtements. Or, leur lutte a été vraiment instrumentalisée ici par un certain nombre de partis. Par la droite et l'extrême droite notamment. Absolument, qui n'arrêtaient pas de dire, regardez les Iraniennes qui ôtent leur voile, qui brûlent leur voile, et ici les musulmanes en France se voilent. La pauvre fille qui vient d'être assassinée par la police islamique, la police des mœurs, fait honte à toutes les femmes qui trouvent normal de croiser à Paris des gens avec le hijab, des corneilles. C'était pas ça du tout la question. Et également, lorsque les Iraniens et Iraniennes manifestaient au risque de leur vie, c'était aussi pour la démocratie, la liberté, c'était aussi pour une vie normale, comme souvent ils le disaient. Les jeunes, par exemple, beaucoup disent, nous, on veut vivre normalement, c'est-à-dire avoir un certain niveau de vie, pouvoir travailler, pouvoir former une famille, etc. Et tout ça, on constate qui ont été instrumentalisés. La preuve en est que finalement, on essaye de légitimer la guerre contre ces mêmes peuples sous prétexte que c'est pas contre le peuple, c'est la guerre contre le régime. Alors que quand vous bombardez, vous tuez qui ? Quand vous bombardez les infrastructures, les hôpitaux ont été bombardés, les écoles ont été bombardées. Il y a des petites filles et des petits garçons qui sont morts, 150 le même jour. On est entre 700 et 1000 morts depuis le début. Non, 1100 morts, mais je parle de premier jour, c'est-à-dire qu'au même moment où Khamenei a été tué, au même moment, ils ont largué, ça c'est les Américains, largué leurs bombes sur une école à Minab, tuant 150 écolières et écoliers. Et d'ailleurs, moi je connais cette région, et c'est une région pauvre de l'Iran en plus de ça. Donc, comment peut-on oser légitimer cette guerre et dire c'est pour la libération des Iraniens. Moi, j'arrête pas de penser aux familles de ces enfants. Finalement, voilà, il faut penser aussi à eux et à elles et arrêter d'instrumentaliser les luttes des Iraniens et des Iraniennes. À cela s'ajoute le fait que on a en Iran une majorité silencieuse, comme peut-être dans toutes les autres sociétés. Ce qu'on voit, c'est soit les pro-régimes qui, encore aujourd'hui, descendent dans la rue, manifestent pour soutenir le régime tous les soirs, malgré les bombes. Et après, vous avez une minorité militante qui descendait dans la rue au risque de se faire tuer. Après, vous avez une majorité silencieuse qui, certes, se dit contre le régime, mais en même temps qui ne descendait jamais dans la rue, si vous voulez. Et donc, ces gens-là aussi sont aujourd'hui visés par les bombardements. Et alors, comment vous analysez le traitement médiatique, notamment en France, de tout ce qui est en train de se passer ? Alors, le traitement médiatique, c'est hallucinant parce que souvent, on parle même pas ou très très peu déjà des morts civiles. On a hésité à parler des écoles sur certaines chaînes. J'ai vu même que certains journalistes disaient « Ah non, on n'est pas sûr que c'est vrai. » Oui, on reprend la propagande américaine et israélienne. C'est une phrase très tarte à la crème, mais c'est la guerre. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une école ? Comment Oui, on le rappelle, c'est le régime iranien. Voilà. Alors, il y a les images, mais le chiffre, effectivement, c'est le régime iranien. Ça, c'est connu. Et puis aujourd'hui, ils sont obligés d'accepter et ils disent que, par exemple, c'était une erreur. Ce que je veux dire, c'est qu'ils montrent uniquement les centres de commandement des gardiens de la Révolution, etc., qui sont bombardés, mais ils disent rien sur les immeubles d'à côté ou sur les civils ou sur les infrastructures qui appartiennent
à la population iranienne qui sont en train d'être détruites et donc c'est unilatéral forcément, c'est-à-dire que la quasi-totalité, je dis pas tous les journalistes, je dis pas tous les plateaux, mais en télé ou radio, etc., mais beaucoup de journalistes effectivement essayent d'aller dans le sens des informations de Trump et de Netanyahou, informations et stratégie, et donc parfois il y a une confusion aussi entre le régime islamique et l'Iran, la population iranienne, et ils essayent de dire, bon, de toute façon, il y a eu, souvent j'entends ça, le régime lui-même a tué 30 000 manifestants, donc maintenant vous nous parlez de 1100 civils tués, c'est rien. Et donc ça veut dire légitimer cette guerre absolument illégitime et affreuse. Il n'hésite pas à dire que c'est une guerre nécessaire, c'est repris aujourd'hui partout dans le discours médiatique, et ça c'est très grave. Oui, absolument. Justement, je voulais revenir avec vous aussi sur la question de l'argument israélien de dire que c'était une attaque préventive qui a été très utilisée aussi. Attaque préventive, déjà, n'existe pas dans le droit international. C'est la deuxième fois qu'Israël appelle ça attaque préventive, après les attaques, les frappes israéliennes contre l'Iran en juin 2025, alors même que, tout comme ce mois-ci, ils étaient en train de négocier avec les Américains autour des questions, justement, de nucléaire. Donc, attaque préventive n'existe pas, et Israël n'était absolument pas menacé parce que Israël, vous n'êtes pas sans savoir, est une puissance nucléaire et en même temps possède l'armée, l'une des armées les plus puissantes au monde, l'une des armées la plus puissante au monde. Et donc, dire que Israël se sentait menacé, mais menacé par qui, par quoi? Et puis, pourquoi les Iraniens allaient attaquer Israël alors qu'ils étaient en train de négocier avec les États-Unis? Justement, moi, Ils avaient donné beaucoup de gages aux Américains. Beaucoup de gages. L'erreur commise, parce que je pense qu'il y a une co-responsabilité, il y a la responsabilité de Trump et Netanyahou, certes, mais il y a aussi la responsabilité du régime islamique. Pourquoi? Ils n'ont pas compris ce que ça voulait dire que l'armada américaine dans la région. Et il fallait savoir que Trump n'allait pas bouger toute cette armada juste pour faire de la figuration. Les Iraniens, à mon sens, auraient dû accepter zéro enrichissement. Zéro enrichissement pendant quelques temps, quelques années, afin de donner des gages à Trump pour qu'il puisse dire « j'ai gagné ». Voilà, c'est ça qu'il cherche, Trump. Et donc, ils n'ont pas eu cette intelligence-là. Je pense, ils se sont fait piéger. Mais guerre préventive, c'est de la rigolade, de la part d'une puissance nucléaire et armée jusqu'aux dents, qui est la puissance israélienne, et qui a le soutien par ailleurs de presque ensemble des pays occidentaux, exception faite de l'Espagne, qui nous fait l'honneur, qui fait l'honneur de l'Europe. Y es absolutamente inaceptable que aquellos dirigentes que son incapaces de cumplir con ese cometido usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos. Y por tanto no vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno. Malheureusement, les autres Européens se couchent devant Trump et Netanyahou. Il n'y a que le Premier ministre espagnol qui tient tête parce que c'est un homme de principe, tout simplement. Je pense qu'il a toujours eu ce principe-là. Il a refusé notamment aux États-Unis d'utiliser une de leurs bases pour pouvoir bombarder l'Iran. Absolument, mais non. Mais avant ça, il a dit pas de guerre. Il a dit que cette guerre était illégale et illégitime. Les deux en même temps. Il n'allait pas s'engager dans cette guerre en aidant les Américains à utiliser les bases militaires espagnoles. Mais c'est quelqu'un qui a toujours eu, par exemple, même quand il s'agissait des tarifs imposés par Trump, quand il s'agissait... Il a toujours sur tenu Gaza, tête. bien sûr. Sur Gaza, il a toujours tenu tête, c'est-à-dire, je pense qu'il a agi en tant qu'Européen. Et alors, comment vous expliquez que justement le reste de l'Europe, notamment la France, suive autant le discours américain et soit autant aux côtés d'Israël ? Après, vous avez des pays comme l'Allemagne ou comme la Grande-Bretagne qui est un peu, depuis au moins la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour l'Allemagne, était très atlantiste. En France, cela dépend, vous le savez, des présidents. Par exemple, quand Chirac était en place, il n'était pas du tout atlantiste. Enfin, il était président, il n'était pas atlantiste. Après, le président Macron essaye de se positionner à la fois en tant qu'Européen,
mais il tergiverse tellement que son discours devient totalement inaudible et ses actions aussi. Ils disent avoir besoin de soutien des États-Unis pour l'Ukraine, parce que pour protéger l'Europe contre la Russie. Et de ce fait, ils ne veulent pas se fâcher contre Trump, et raison pour laquelle, de temps en temps, Macron se sent obligé d'aller dans le sens de Trump, si vous voulez, tout en n'étant pas nécessairement d'accord. Mais il tergiverse et il n'ose pas s'exprimer comme le fait le Premier ministre espagnol. Bon, d'autant que la France est une puissance quand même nucléaire et prétend quand même être, et l'est parmi les pays de l'Union européenne, la seule puissance nucléaire. Donc ça lui donne une aura, ça lui donne une puissance qui n'est pas utilisée en réalité, ni dans le discours, ni dans l'action. Alors je voulais revenir aussi avec vous sur Reza Pahlavi, on en a déjà parlé la dernière fois qu'on avait fait un entretien ensemble, mais en France, en tout cas dans les médias, on nous le vend encore aujourd'hui comme le plus légitime à prendre le pouvoir en Iran. Quand cet appel, cette attente me met en position assez unique de pouvoir fédérer l'opposition iranienne, quel que soit leur vote final, mais qui voit en moi la meilleure chance de pouvoir arriver à ce point de destination, c'est justement un mandat temporaire de transition. C'est mon rôle à jouer pour que Iraniens, de quel bord politique qu'ils soient, puissent choisir leur futur par les urnes et les élections libres. Pourtant, même Trump, lors de sa dernière conférence de presse, a dit que finalement, c'était pas lui qui voyait pour prendre le pouvoir en Iran. Qu'est-ce qu'on en pense de Reza Pahlavi ? Est-ce qu'il est vraiment soutenu par les Iraniens ? Écoutez, Reza Pahlavi, le fils du Shah d'Iran, profite de la méconnaissance de beaucoup d'Iraniens d'aujourd'hui de ce que c'était en réalité que le régime du Shah d'Iran. Pourquoi 70% de la population iranienne n'était même pas encore née avant la révolution et n'ont pas connu le régime du Shah d'Iran. Ils sont bombardés par des médias occidentaux qui diffusent des programmes en persan et qui montrent que des images positives de l'époque du Shah. Il y avait bien évidemment des choses positives, l'industrialisation qui avait commencé, il y avait bien évidemment la modernisation, mais dans certaines parties du pays. Et donc, est-ce que c'est pas aussi parce que le Shah d'Iran de l'époque était tourné vers l'Occident ? Bien sûr. Un allié des Américains, était pro-israélien. Il était pro-israélien et il était surtout allié des Occidentaux, en particulier des Américains. Donc, de ce fait, les Iraniens étaient respectés, c'est ce qu'ils disent à l'époque. Mais bien évidemment, au plan de la société, c'était autre chose. C'est-à-dire que, premièrement, le régime du Shah d'Iran était un régime dictatorial avec l'armée la répression avec la SAVAK, la police secrète, etc. Et puis la moitié de la société iranienne était à l'époque rurale, très pauvre, analphabète, et des pans entiers des régions en Iran, habitées par des minorités ethniques et religieuses, étaient discriminées et très, très, très pauvres également. Donc ça fait que Reza Pahlavi, qui d'ailleurs disait jusqu'à il y a un an n'avoir absolument aucun projet de retourner en Iran en disant moi, ça fait 46 ans que je suis là, mes enfants sont nés ici, j'ai des amis ici, pourquoi je retournerai en Iran ? En réponse aux questions des journalistes, d'une part, d'autre part, parce qu'il il a commencé à être soutenu par Netanyahou. Il est allé voir Netanyahou en pleine guerre de Gaza, etc. Et donc, soutenu par les Israéliens, ils l'ont poussé au devant de la scène politique. Et il a toujours tenté profiter des mouvements sociaux déjà en cours en Iran. Déjà en 2022, il a essayé de surfer sur le mouvement Famille Liberté, et puis de nouveau en 2026, il a encouragé les gens d'aller occuper les centres-villes en disant les forces de sécurité sont affaiblies, allez-y. Les gens ils sont allés, enfin les gens, ceux qui le soutiennent, ils sont allés, se sont fait tuer en grand nombre. Ce qui fait que, pour résumer, Reza Pahlavi avait, avant la guerre, maintenant je ne sais plus, mais avant le début de la guerre, il avait un certain soutien parmi une certaine partie de la société iranienne. Les anciens monarchistes ?
Non, pas seulement. Il y a des jeunes aussi qui le soutiennent parce que sont très influencés par ces médias-là et aussi parce qu'ils détestent le régime islamique. Ils détestent les mollahs. Or, le régime de Pahlavi, c'était la modernité, c'était l'Occident et tout ça. Et donc, sauf que ça fait pas partie de la majorité. Je peux aisément vous montrer pourquoi. Parce que déjà, la moitié de la société iranienne est constituée de minorités ethniques et religieuses, à commencer par des Azéris, qui sont les Turcs, ensuite les Kurdes, les Balouches et des autres qui ne soutiennent absolument pas Reza Pahlavi. Elle est très hétérogène, elle n'est pas que perse, la société iranienne. Non, et même parmi les Perses, vous avez des gens qui ne le soutiennent pas, vous avez des gens qui soutiennent le régime islamique, d'autres qui sont républicains et ne soutiennent pas la monarchie absolutiste du père de Pahlavi. Reza Pahlavi n'a aucun bilan à nous montrer. Son bilan, c'est d'être le fils du Shah d'Iran. Est-ce que ça suffit pour prétendre diriger un mouvement? Bien sûr que non, en fait, selon les autres. Il peut faire partie d'une coalition pour aller contre le régime islamique, c'est ce que je dis depuis toujours. Il doit faire partie d'une coalition avec tous les autres opposants. Il reste légitime quand même, selon vous, pour exercer une forme de pouvoir? Non, pas lui. Non, il est légitime tout autant que les autres partis politiques ou chefs des partis politiques pour essayer de participer à ce mouvement, si vous voulez, politique qui souhaite dépasser le régime islamique. Mais il ne parviendra jamais à lui seul de le faire et il n'a ni une assise populaire suffisante, ni un soutien, ni aucune institution, ni aucune structure en Iran. Donc il mise sur l'armée régulière. En fait, il n'arrête pas de dire l'armée régulière iranienne, parce qu'en Iran, il y a les gardiens de la révolution qui sont l'armée plutôt idéologique et l'armée régulière, et il n'arrête pas d'envoyer des messages à l'armée régulière en disant faites défection, arrêtez de vous battre, venez avec nous, etc. Mais sauf que pour l'instant, on n'a vu aucun signe de défection, et tant que le pays est en guerre, l'armée... Oui, ils sont bombardés, donc c'est difficile de faire... Reste en place, ils sont bombardés en plus de ça, oui. Et alors, on a l'impression qu'il n'y a que deux choix qui s'offrent à l'Iran, la monarchie ou le régime islamique, alors que très peu de gens le savent, mais avant ça, il y avait une démocratie en Iran, avec Mossadegh. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Effectivement, le père du Shah d'Iran, Reza Shah, donc le grand-père de Reza Pahlavi, était un dictateur, mais c'est un modernisateur aussi. Donc en 1941, il a dû abdiquer et quitter le pouvoir, parce qu'on était pendant la Deuxième Guerre mondiale et il était soupçonné par des alliés d'avoir des sentiments pro-nazi, pro-Hitler. Donc il a abdiqué au profit de son fils, Mohammad Reza Pahlavi, qui arrive au pouvoir en 1941, sauf qu'il était très jeune. Et après le départ de Reza Shah, il y a une démocratie en Iran, c'est-à-dire que vous avez énormément de partis politiques, de formations politiques qui existaient entre 1941 et 1953. Et il y avait énormément d'organisations de femmes et féministes aussi. C'était vraiment une période très intéressante de l'histoire contemporaine de l'Iran. Et Mossadegh, qui auparavant était parlementaire, va être Premier ministre en 1951. La première chose qu'il fait en tant que Premier ministre, auquel il avait pensé avant, c'était de nationaliser le pétrole iranien. Le pétrole iranien avait été découvert en 1906 par des Britanniques et les Britanniques avaient obtenu déjà à ce moment-là, 1908, pardon, pas 6-8, des concessions pour exploitation, la vente de pétrole, et chaque année, ils versaient une toute petite partie à l'État iranien, et ça continuait. Mossadegh disait c'est pas normal. Juste, ouais, bien c'est sûr. pas normal, c'est notre richesse, donc il va nationaliser le pétrole. Et donc il a été sanctionné par l'ensemble des pays européens de l'époque. Il faut pas oublier, personne n'achète plus le pétrole iranien, donc l'État, le gouvernement n'avait plus les moyens de payer ses fonctionnaires, etc. Et donc à ce moment-là, la CIA et les Britanniques, avec la cour royale, vont fomenter un coup d'État, le coup d'État d'août 1953, et renversent
le Premier ministre Mossadegh, qui était un démocrate nationaliste, un démocrate, et pendant qu'il était au pouvoir, il y avait des journaux, il y avait des partis politiques, il y avait des manifestations, y compris manifestations des femmes dans la rue tout le temps. En tout cas, voilà, et il a été emprisonné et placé par la suite en résidence surveillée. Et donc, ce que je veux dire, c'est que les Américains vont renverser la première réelle, véritable démocratie iranienne. Et là, maintenant, en 2026, ils prétendent soutenir la démocratie en Iran. Et ils ont mis 50 ans avant de reconnaître, ça c'était sous le gouvernement de Clinton aux États-Unis, de reconnaître l'implication de la CIA dans ce coup d'État. Pour vous dire que, et ça reste, c'est-à-dire ça, c'est quand même, il y a une mémoire de ce coup d'État et la façon dont les velléités démocratiques du peuple iranien de l'époque ont été détruites par les interventions des États-Unis de l'époque. Le coup d'État d'août 1953, c'est le premier coup d'État de la CIA dans le monde, et l'année suivante, c'est le coup d'État au Guatemala en 1954. Alors justement, je voulais revenir avec vous sur la démocratie. Aujourd'hui, Trump le dit clairement, lui, il s'en fout de la démocratie. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir un pouvoir iranien qui soit en faveur des Américains. Et j'ai même entendu l'ambassadeur d'Israël dire la même chose. Nous, ils font ce qu'ils veulent, les Iraniens, tant qu'ils sont pas contre nous, ça va. Je voulais revenir avec vous aussi sur la société iranienne, sur la diaspora. On a vu le week-end dernier une manifestation qui s'est tenue à Paris, où des Iraniens manifestaient avec le drapeau monarchiste et le drapeau israélien. Alors, on a le sentiment qu'il y a un clivage peut-être entre la diaspora et la société iranienne en interne. Est-ce que oui, ou est-ce que ces personnes-là, de la diaspora, qu'on entend beaucoup dans les médias occidentaux, représentent vraiment une part importante de la population iranienne ? Les amis, ce soir, on est avec nos amis iraniens. Donc, merci à Bibi Netanyahou, merci à Trump. On a libéré le peuple iranien du joug islamiste et barbare. Merci Netanyahou, merci Israël. Non, premièrement, au sein de la diaspora iranienne, vous avez des monarchistes, mais qui effectivement sortent avec le drapeau israélien, etc. Qui sont les plus visibles. Qui sont les plus visibles, qui sont les plus soutenus, les plus riches, les plus soutenus par à la fois Israël, par les médias occidentaux bien évidemment, et aussi les réseaux sociaux à ne pas oublier. Maintenant, on sait que ces monarchistes, Reza Pahlavi, a des trolls, profite des trolls manigancés par Israël. Tout ça, on sait, c'est pas des secrets. D'un autre côté, effectivement, cette diaspora est très divisée. Vous avez d'un autre côté ce qu'on appelle les républicains, qui eux aussi manifestent. Par exemple, l'une de leurs manifestations, c'était pendant la répression féroce des manifestants en Iran en janvier 2026, devant Panthéon. Enfin, ça a commencé là et puis ça a continué. Il y avait énormément de monde aussi. Donc, non, la diaspora iranienne en France est très divisée aussi. Il y a d'un côté des monarchistes, mais de l'autre des républicains, et aussi des minorités ethniques et religieuses qui participent, je dis religieuses, je parle des sunnites, qui participent avec les républicains souvent dans des manifestations. Et donc c'est à l'image de la société iranienne, bien évidemment, puisque une partie de la société iranienne est pro-monarchiste, pas pro-monarchiste même, pro-Pahlavi, je dois dire. Et quand on leur pose la question, vous savez ce qu'ils répondent ? Il y en a qui sont des monarchistes convaincus de la génération précédente, mais des jeunes disent parce qu'il faut avoir un nom à chanter, à scander. On scande qui ? On scande Reza Pahlavi. Parce que côté républicain, il n'y a pas de nom, vu que les républicains disent il faut des élections et après on verra qui va sortir des urnes. Et donc en fait, le clivage qu'on voit au sein de la diaspora, on le voit aussi en Iran, sauf que en Iran, c'est d'autres groupes sociaux. Par exemple,
des groupes sociaux qui sont majoritaires ne sont pas monarchistes. C'est ça que je veux dire à ma Vous voulez dire que la majorité en Iran n'est pas monarchiste? La majorité n'est pas monarchiste. Je ne pense pas que les minorités ethniques et religieuses de l'Iran soient dans leur écrasante majorité monarchiste. Ça n'est pas le cas. Et les autres également. Alors, sauf que quand, par exemple, pendant les manifestations en Iran de janvier 2026, lorsque 2 personnes scandaient le nom de Reza Pahlavi, sur les réseaux sociaux, comme ils sont très forts, on n'entendait que ça. Et derrière, les voix de ceux qui disaient « femme, vie, liberté » ou tout simplement « liberté » étaient étouffées. D'autres qui disaient « mort au dictateur » étaient étouffées. Donc ici, les médias occidentaux ne prenaient que la version superficielle de ça, c'est-à-dire wow, regardez, les Iraniens sont pro-Pahlavi, alors que ce n'était pas le cas. Et on a des recherches quand même sérieuses qui montrent que des 4500 vidéos, images, etc., qui ont été étudiées par une équipe, seuls 17% de l'ensemble des slogans scandés étaient pro-Pahlavi ou pro-Shah d'Iran ou pro-Reza Pahlavi. Vous voyez, 17%. On va dire 20%, mais ça ne fait pas... ça fait pas l'ensemble de la population, l'ensemble de la population. Et alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire justement aux gens qui nous écoutent et ou peut-être aux Iraniens ici présents qui n'ont pas forcément un avis politique très tranché, mais qui soutiennent parce qu'on leur a dit qu'il fallait soutenir l'action d'Israël et qui voient que il y a aussi une forte propension aujourd'hui dans les médias à défendre cette action-là. Qu'est-ce que vous voulez leur dire ? Moi, je voudrais leur dire, encore une fois, que aucune démocratie n'a jamais émergé suite à des frappes et à des bombes, qu'il revient aux Iraniens de choisir leur futur régime. Et donc, ce qui est en train de se passer, c'est les bombardements, c'est des tapis de bombes qui tombent sur les mêmes Iraniens qu'on prétend soutenir. Alors, le gouvernement israélien, je n'oublierai jamais, est en train de refaire ce qu'ils ont fait à Gaza aujourd'hui en Iran. Ils n'ont absolument rien à faire avec ni la liberté, ni la démocratie, ni la vie humaine des Gazaouis, des Palestiniens, des Iraniens, etc. C'est ça qu'il faut, à mon sens, comprendre et retenir. Et alors, est-ce que vous pensez qu'il existe aujourd'hui en Iran des forces politiques qui sont capables d'émerger et d'apporter une véritable démocratie en Iran ? Dans l'immédiat, non. Il y a des forces politiques. Il y a, par exemple, la semaine dernière, il y a un front républicain qui a été créé. Il composait de 70 membres pour l'instant, visiblement des personnalités très connues, mais ils n'ont pas encore divulgué les noms par mesure de sécurité. Ils ont dit qu'ils ont envoyé des noms de ces personnes à l'Union européenne, aux États-Unis même, pour que ces instances soient au courant. Donc, il y a bien sûr des monarchistes, il y a des moudjahidines, il y a aussi des Kurdes, des Baloutches et des autres. Toute la pluralité de la société iranienne. Et puis, on a plusieurs personnalités importantes qui sont emprisonnées, d'où le slogan « Libérer les prisonniers politiques », d'autant qu'ils sont sous les bombes, qu'ils peuvent tout à fait, qui sont tout à fait en mesure de créer une coalition des forces, disons, indépendamment de ce que souhaitent Netanyahou ou Trump. Sauf que ça n'est pas le cas dans l'immédiat. Et donc, il faut donner du temps au temps. Il y a d'autres scénarios envisageables aussi. Ça dépendra, vous le savez, de combien de temps ce régime islamique peut tenir. Et donc, alors il y a un scénario quand même, beaucoup d'Iraniens en parlent avec beaucoup d'inquiétude, c'est que si ce régime finalement triomphe de cette guerre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça sera un régime encore plus répressif qu'avant. Donc, vous voyez bien que ces scénarios qui se présentent aux Iraniens sont loin d'être des scénarios de démocratie, liberté ou, je ne sais pas, prospérité. Et je suis personnellement très inquiète parce que je pense qu'on est en train d'entrer dans une situation où le conflit va continuer, la guerre va continuer, bien sûr, mais en même temps où la destruction et la mort
seront là et de plus en plus. Et comment parler maintenant de la démocratie dans ces circonstances-là? Donc à cela s'ajoute bien sûr le chaos. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous avez peur du chaos? On sait que les États-Unis, partout où ils passent, ils sèment le chaos. On peut penser à l'Irak, à l'Afghanistan notamment. Est-ce que vous avez peur que c'est quelque chose qui puisse arriver à l'Iran? Bien sûr. Contrairement à beaucoup de mes compatriotes qui pensent que l'Iran est un cas à part, moi je regarde ce qui se passe dans la région, ce qui s'est passé dans la région. La Libye, à ne pas oublier aussi, c'est un peu plus loin, mais même la Syrie, vous voyez bien ce qui se passe aussi effectivement en Afghanistan, en Irak. Il y a d'autres cas où les Américains sont partis en laissant derrière eux un chaos pas possible, et le retour des talibans en Afghanistan, par exemple, ou en Irak, c'est un autre cas, mais finalement, la déstabilisation, l'Iran est un grand pays, beaucoup plus grand que, par exemple, l'Irak ou l'Afghanistan ou la Syrie, et bien sûr, la déstabilisation de l'Iran, c'est quelque chose qui est, encore une fois, souhaité par Israël, ne l'oublions pas, fragmentation, déstabilisation, et l'affaiblissement des pays est une politique qui est poursuivie par les États successifs, pas seulement Netanyahou d'ailleurs, en Israël, mais sauf que ça va être très au détriment des autres États de la région aussi. Si jamais il y a cette situation chaotique en Iran, j'ose même pas parler de la guerre civile, parce que si le régime, imaginons, est affaibli, ou même tomber, si on est face à ce scénario de la chute du régime, pensez-vous que les 1 million et quelques de Basij ou milices, les gardiens de la révolution, etc., peut-être que est-ce qu'ils vont, déposer les armes, ou ils vont continuer à résister, donc à se battre pour garder leur pouvoir, et auquel cas certainement qu'on va vers une guerre civile aussi en Iran. Donc il y a beaucoup d'inconnus dans ces situations de guerre et de destruction, et personne ne sait. Si ça se trouve, Trump demain va dire « bon, j'ai détruit leur force nucléaire, il n'y a plus de nucléaire, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela, donc on va négocier, ou je vais partir, quoi, n'importe ». Et il leur manque, vous savez, on sait, il leur manque beaucoup de munitions. D'ailleurs, il a accusé Zelensky d'être à l'origine de ce manque de munitions américaines. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils ont emmené de l'Allemagne hier des bombardiers, voilà. Et donc, ce sont en train de larguer des bombes très lourdes. Jusqu'à quand aussi les Américains peuvent tenir, vu qu'il y a quand même une majorité des Américains aux États-Unis qui sont contre. Les 3/4 de la population sont opposés à l'intervention américaine en Iran. Ce qui n'est pas le cas en Israël, quand même. Et donc, qui mène la guerre? C'est ça ma question. Est-ce que c'est vraiment Trump qui mène la guerre? Parce qu'il peut à tout moment dire bon, ok, je veux plus continuer, j'ai gagné, et il part. Après, que fera Netanyahou? Et alors, dernière question. Est-ce que ça vous énerve pas quand même de vous dire que le destin de l'Iran est quand même sujet au bon vouloir des Européens, des Américains, des Israéliens, et pas au bon vouloir de la population iranienne, en fait? Bien évidemment, mais je dois dire, au moment de la révolution de 1979, il y avait 3 slogans principaux. Il y avait la liberté, la justice sociale et l'indépendance. Et l'indépendance, ça veut dire l'indépendance par rapport aux puissances étrangères, puisque le régime du Shah était très dépendant des Américains. Mais sous le régime islamique, on n'a pas non plus obtenu cette indépendance, parce que le régime est devenu de plus en plus dépendant de la Russie et de la Chine. Et c'était pas dans l'intérêt des nationaux de l'Iran non plus. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que le pays est indépendant. On voit que ils ont beaucoup aussi aidé la Russie dans la guerre contre l'Ukraine. C'est l'une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, les Européens sont devenus très contre le régime islamique. Parce que les Européens non plus, soyons pas naïfs, n'étaient pas très préoccupés par les questions de droits humains. C'était à partir du moment où les Iraniens ont commencé à aider à travers les drones Shahid les Russes contre l'Ukraine, que l'Iran est allé sur leur liste noire, et aussi bien sûr la question du nucléaire. Donc, si vous voulez,
cette indépendance, à mon sens, finalement, n'a jamais été acquise. Peut-être juste les 2-3 premières années de la Révolution, mais après, ça a basculé vers la Russie et la Chine. Et aujourd'hui, le régime islamique dépend beaucoup de la Chine, à la fois pour la vente de son pétrole, pour l'achat des armements également, et la Russie également moins, mais la Russie aussi. Donc, oui, ça m'angoisse, ça m'énerve, comme vous dites, parce que l'indépendance est vraiment l'une des revendications importantes des Iraniens depuis de nombreuses générations. Et si vous regardez depuis au moins la révolution constitutionnelle, l'Iran n'a jamais été colonisé, mais était la sphère d'influence des Russes et des Britanniques. Et en Iran, à la fois les hommes constitutionnalistes, mais aussi les femmes constitutionnalistes, les féministes constitutionnalistes ont toujours essayé de revendiquer leur indépendance. Donc, pour nous, c'est très important, sauf qu'aujourd'hui, comme vous dites, c'est pas les Iraniens qui décident de leur sort. C'est soit les Occidentaux, soit la Chine et la Russie. Voilà. On n'est pas encore arrivé à une indépendance, malheureusement. Merci beaucoup, Azadekian. Merci à vous. Et à très bientôt.